Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi de septembre 2020. Vous êtes sur Alsace 20 et c'est l'heure de votre journal d'information régionale. Et au sommaire, ce soir, un premier bilan de l'été côté tourisme à Strasbourg et sans surprise, la crise sanitaire pèse lourd sur le secteur. La Banque alimentaire fait face à des besoins accrus et lance un appel aux dons. Et puis, la plus haute salle d'escalade de France se trouve désormais à Mulhouse et elle vient d'ouvrir ses portes. Si le soleil a brillé sur Strasbourg cet été, ce cru 2020 ne restera pas dans les annales des professionnels du tourisme. Au lendemain de la rentrée, l'heure est au premier bilan et il est plutôt en demi-teinte. Camille Roland. Alors que les derniers vacanciers de cet été ont déjà plié bagages, les professionnels du tourisme tirent un bilan plutôt mitigé de la saison estivale à Strasbourg. Un bilan plus qu'en demi-teinte. On a connu un été difficile. On n'est pas les seuls, mais ce n'est qu'une maigre consolation avec une fréquentation qui est en chute autour de 60%. Sur les sites, prestations touristiques, hôtelières, restauration. Alors, quelques sites prestations touristiques ont tiré leur épingle du jeu. Je pense notamment au mini-train, qui a été plébiscité et suivi par de nombreux visiteurs. Les petits bateaux aussi, c'est sans doute plus confortable et moins anxiogène de se retrouver à 4 ou 6 ou en famille dans un petit bateau que les grands bateaux de Batorama qui, eux, étaient en chute parce que ce sont des unités plus importantes. Et les restaurants avec des belles terrasses qui ont aussi pu bien fonctionner grâce à une météo qui était plutôt clémente. Et quelques-uns, mais globalement, tout le monde a souffert. Les locomotives habituelles du tourisme strasbourgeois ont souffert. La cathédrale a vu son nombre de visiteurs divisé par 2 et les musées ont enregistré une baisse de fréquentation de 56%. Des visiteurs au profil inhabituel pour la période. N'ayant pas pu repartir à l'étranger, la clientèle était de proximité. On a eu essentiellement de la clientèle alsacienne, de la clientèle extra-régionale, on va dire proche Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, un peu le Lyonnais aussi, qui sont venus dans notre destination. Et puis des clientèles qui sont venues par train, ce qu'on appelle les bouts de ligne, Bordeaux, Paris évidemment, Lille, mais essentiellement françaises. Et un peu, ça a été une bonne surprise, des Allemands qui sont revenus assez vite. Et un petit peu du Benelux, essentiellement de Hollande et de Belgique. Si certains hôtels ont pu éviter la catastrophe en restant porte close, la saison estivale n'aura pas permis au secteur de l'hôtellerie-restauration de rattraper les 2 mois et demi de retard dus au Covid-19. C'était une saison très compliquée. Déjà, beaucoup d'hôtels étaient fermés suite au confinement. La réouverture s'est faite de manière très progressive. Grosso modo, on peut estimer que sur l'été, à peu près 60% du parc hôtelier strasbourgeois a été ouvert. Et ces 60% du parc ont fait péniblement environ 50% de ce qu'ils auraient dû faire si on se compare par rapport à l'année dernière. Ça m'inquiète terriblement parce qu'on n'a pas de perspective en fait. On ne sait pas où on va. On est comme beaucoup ballotté au gré des différentes communications à droite à gauche. Alors un jour ça va mieux, le lendemain ça va plus. Et le signal qu'on envoie aux potentiels clients français et à nos voisins européens, c'est un signal de cacophonie et de flou qui ne donne pas envie de venir passer ses vacances en France, quoi. Donc oui, c'est très inquiétant. L'arrière-saison s'annonce tout aussi inquiétante, avec les conditions sanitaires et la météo encore incertaines. Pour l'instant, les plannings de septembre-octobre restent bien vides. 35 000 Barinois bénéficient de l'aide alimentaire chaque année et avec la crise sanitaire, la situation des personnes en grande précarité s'est encore détériorée. Afin de répondre à la demande grandissante de produits de première nécessité, la Banque alimentaire s'est retrouvée en manque de stock au mois d'avril, si bien qu'il a fallu prendre une décision inédite, acheter des denrées. Grâce à des fonds exceptionnels débloqués par l'État et les collectivités locales, l'association a pu assurer la continuité de service durant le confinement, mais si la situation tend à se stabiliser, les stocks se vident à vitesse grand V. Le président de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, Constant Reibel, appelle aujourd'hui à la mobilisation des mécènes. De mi-mars à mi-mai, on a distribué 72 tonnes de produits secs de plus que l'an dernier à la même période. Et donc si on a distribué 20% de produits en plus, ça veut dire qu'à ce moment précis, il y avait une précarité qui est montée en pointe. Et aujourd'hui encore, on a évidemment une précarité qui est plus forte
que la situation qui existait avant la crise du Covid. Nos stocks étaient quasiment vides et on a dû faire une exception cette année, c'est d'acheter des produits. Alors, ces produits, on a pu les acheter grâce au soutien fort de l'État. L'État qui nous a livré des produits par le biais du réseau national et qui nous a donné également des subventions monétaires pour qu'on puisse acheter les produits qui nous manquaient effectivement. Et par ailleurs, on a eu plusieurs mécènes qui nous ont soutenus très significativement. Donc si on veut tenir jusqu'à la grande collecte pour pouvoir distribuer encore des produits, il va falloir qu'on acquiert encore des denrées alimentaires. Donc j'attends encore un soutien de l'État qui est dans les tuyaux, mais il me faut également des soutiens de mécènes privés. Propos recueillis par Fanny Kunz, et à noter que la grande collecte nationale annuelle de la Banque alimentaire aura lieu du 27 au 29 novembre. Quelques mots sur la rentrée scolaire encore. Près de 330 000 écoliers, collégiens et lycéens des quelques 1626 établissements de l'Académie de Strasbourg ont repris le chemin des salles de classe hier. Une rentrée peu commune qui a nécessité de nombreux ajustements au niveau pédagogique. Après plusieurs mois de classe à distance, les 24 000 enseignants feront d'abord un état des lieux par niveau. Des tests seront effectués afin de diagnostiquer les acquis et besoins de chacun. Ce matin, la rectrice Elisabeth Laporte a rappelé les objectifs de cette rentrée, mais aussi les enjeux de cette nouvelle année. On l'écoute au micro de Cécile Motz. Les élèves arrivent avec des niveaux très différenciés, très disparates en fonction de la continuité pédagogique qu'ils ont vécue l'année dernière. Donc la première priorité, c'est offrir des contenus d'enseignement adaptés aux besoins des élèves. Et à la Toussaint, refaire un point pour voir si on doit poursuivre ce travail intensif. La deuxième priorité, c'est de prendre en compte dans le quotidien des établissements et des écoles ce nouveau cadre sanitaire, notamment dans les échanges linguistiques. Donc il va falloir que nous soyons créatifs et que nous imaginions d'autres formes d'échanges. Sur la voie générale et technologique, peu de changements, hormis peut-être le taux de réussite au baccalauréat, mais qui est aussi le résultat d'une évaluation qui évolue. Sur la voie professionnelle, le taux de décrochage a été supérieur. Nous connaissons ces élèves et l'objectif, c'est bien de reprendre le dialogue avec ces élèves. Nous avons capitalisé sur l'expérience de l'année dernière. Le ministère a consolidé les outils qu'il avait mis à la disposition déjà l'année dernière en enrichissant les programmes de télévision, en consolidant ma classe à la maison et notamment la classe virtuelle. Je ne souhaite bien évidemment pas de fermeture et nous ferons tout pour les éviter. Une fermeture peut être possible pour 15 jours. Donc sur ces 15 jours, eh bien, effectivement, nous devons envisager les outils. Et je tiens également à préciser que des élèves pourront être absents par mesure de précaution. Le plus grand mur d'escalade de France vient d'ouvrir ses portes à Mulhouse. Avec 25 mètres de hauteur, le Climbing Mulhouse Center entend profiter de l'engouement actuel pour la discipline, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Marine Zis. Avec ses deux murs de 25 mètres de haut, le Climbing Mulhouse Center devient la plus haute salle d'escalade de France. Première impression, c'est trop stylé. C'est la première fois qu'on fait aussi haut, 25 mètres là. On regarde, du coup, quand on est tout en haut, on regarde en bas quand même à un moment donné, et puis c'est là, oh, c'est un petit peu haut. Moi, je suis plutôt pratiquante aussi d'extérieur, de falaise, donc c'est sûr que pour nous, c'est un beau terrain de jeu proche de la maison. Par rapport à ce qu'on trouve en extérieur, les voies sont souvent aussi hautes, et là, ça permet de vraiment concurrencer ça aussi, de pouvoir s'entraîner sur de la longueur, de faire de l'endurance en fait, de grimpe. La salle dispose de 240 voies qui permettent d'accueillir grimpeurs de tout âge et de tout niveau. On y trouve aussi des murs de blocs, de vitesse et un espace pour les enfants. D'autres installations devraient également voir le jour prochainement. Alors nous avons créé en même temps que la salle un club qui accueille un club qui est affilié à la FFME. Donc là c'est pour pouvoir accueillir des sportifs qui auraient envie de faire de la compétition.
Et nous, derrière, ce que vous voyez déjà la salle ici, mais on est déjà prêt pour faire une extension en termes de blocs, rajouter le sauna, le hammam, la salle de musculation, etc., etc. Depuis l'ouverture le 21 août dernier, près de 200 personnes fréquentent le Climbing Mulhouse Center chaque jour. C'est 2 fois plus que ce qui était envisagé. Autre salle de sport encore inédite dans la région, l'Alsace eSport Arena est consacrée au e-sport, comme son nom l'indique. Cela se passe à Strasbourg et c'est le grand format de Lionel Augier. Grand format aujourd'hui depuis l'Alsace Arena, c'est derrière le lycée Couffignal à Strasbourg, Canton-et-Gélène. Ça y est, ça voit enfin le jour cette arena, puisqu'elle devait ouvrir durant le Covid. Tout à fait, ouais. En fait, du coup, je devais ouvrir en fait le 14 mars, quelque chose comme ça. Et tout s'est arrêté, tout s'est emballé aussi sur le plan sanitaire, donc on a tout annulé. Et on a eu l'autorisation d'ouvrir sur la deuxième phase de déconfinement, c'est-à-dire le 2 juin. Voilà, maintenant c'est lancé, on parle de e-sport. Celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le e-sport ? Alors qu'est-ce que le e-sport en fait ? C'est assez finalement simple, c'est ce qu'on va appeler la pratique compétitive des jeux vidéo. Donc c'est vraiment au sens large tous les jeux vidéo qui peuvent être amenés d'une manière ou d'une autre à être joués en compétition. C'est ce qu'on fait chez soi tranquillement à la maison. C'est ce qu'on peut faire chez soi tranquillement à la maison, mais il faut savoir que l'e-sport est principalement né dans des événements qu'on appelait des LAN, donc ça vient de l'anglais, Local Arena Network. C'était des événements qui ont commencé à exister dans les années 80, fin 90, début 2000, où on se retrouvait, on arrivait avec son PC, qui étaient des gros PC, des énormes écrans cathodiques, on est loin des écrans actuels, et on prenait le train ou la voiture et on se retrouvait souvent dans des gymnases, et on dormait à même le gymnase sous son ordinateur, et c'était juste des passionnés qui organisaient des compètes entre eux. C'est comme ça qu'est né l'e-sport. Donc en fait, finalement, l'e-sport n'est pas né, il est né aussi online, mais le gros e-sport, il est né de rencontres entre des joueurs. Voilà, c'est aussi inclusif, c'est ce que vous avez choisi ici. L'un des jeux qui a vraiment révolutionné, on peut dire, la pratique de l'e-sport, c'est Fortnite. Un petit mot sur ce jeu. Fortnite, aujourd'hui, c'est un des jeux les plus joués au monde. Je crois même que c'est le jeu le plus joué au monde. On a dû passer la barre des 200 millions de joueurs, donc c'est énorme. Et Fortnite, aujourd'hui, en fait, est l'éditeur qui lui-même va gérer sa propre compétition. On peut retrouver dans d'autres éditeurs, en fait, une sorte de liberté d'organisation. Fortnite contrôle tout, donc effectivement, ils ont un potentiel énorme en termes d'organisation. Voilà, avec des dotations, plusieurs millions de dollars. On est comme un sport quasiment traditionnel. Tout à fait, complètement. Qu'est-ce qu'on attend ici ? Parce que je suis très étonné, il y a beaucoup de monde dans les différentes salles. Qu'est-ce qu'on a de plus que le jeu chez soi ? Alors déjà, pour certains, on n'a pas tous la chance d'avoir un ordinateur surpuissant. C'est souvent toujours aussi assez coûteux, clairement. Donc il y en a certains qui viennent chercher ici la qualité du matériel. Il y en a d'autres qui viennent chercher la connexion, ou même les deux, la connexion Internet et donc le matériel, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ici, moi j'ai fait tirer une fibre pro. La Méno ne possède même pas encore de réseau fibré. Donc j'ai dû faire appel à une structure professionnelle, en fait, qui est venue ici me tirer la fibre. Et aussi, bien sûr, le réseau. L'idée, c'est de pouvoir aussi de se rencontrer entre les joueurs. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite créer à travers l'Alsace Arena, c'est de créer du lien entre les joueurs et surtout les joueurs locaux. On joue pas dans son coin, c'est ce que vous dites. On joue pas dans son coin, tout à fait, ouais. Comment vous rémunérez ici ? On vient, on prend un abonnement ? Ouais, exactement. En fait, moi, je suis issu du monde du sport aussi, clairement. Donc, je me suis un peu calqué sur des salles de sport classiques où on prend un abonnement et puis, on vient jouer quand on veut durant les heures d'ouverture. Et il y a des gens qui se sont rencontrés ici et depuis, dans ces jeux d'affrontement, ils se retrouvent tout le temps. Ils se retrouvent. Ensuite, maintenant, ils se donnent rendez-vous, donc ils passent par un serveur Discord, c'est un peu comme Skype ou autre, et puis ils se disent tiens, à quelle heure tu vas à l'arène ? Moi je vais jouer à l'arène à 17h aujourd'hui, et ensuite ils viennent tous les deux ensemble, ils se retrouvent ici, comme si on avait prévu un partenaire sur un match de tennis tout simplement. La cible que vous attendez de cette Alsace Arena ? Elle est assez large. Là, si on regarde dans la salle, on a des jeunes de 8 ans, on a des jeunes de 20, 30 ans, donc il y a un peu de tout. Mais c'est vrai qu'en soi, le positionnement du local, qui est proche du lycée Couffignal et d'autres lycées, effectivement, va quand même cibler des jeunes, on va dire, de 18 à 25 ans, à peu près. Un petit mot sur la structure ici. Donc, il y a cette arène, comment vous l'appelez, ce côté-là ? Ça, c'est l'espace scénique, qui est face à une tribune avec un écran géant. C'est une configuration qu'on retrouve dans des gros événements aujourd'hui internationaux, mais à une plus petite échelle. L'idée, c'est de mettre en avant les joueurs ou les joueuses et de leur donner une sorte de petite heure de gloire, sans nécessairement être des joueurs professionnels mondialement connus. Donc, il peut y avoir du public en face. C'est tout l'objectif, c'est d'avoir les parents, la famille, les cousins, cousines et autres qui viennent découvrir l'univers d'une personne qui joue au e-sport. Voilà, et on peut sélectionner ici sur ce mur. C'est ça. Là, par exemple, c'est du Fortnite, c'est en live, donc c'est une personne qui est dans l'arène. C'est Yasmine là qui joue et du coup, c'est elle qu'on voit sur l'écran,
Dernière question, ça vient d'ouvrir, hein, maintenant on peut dire que c'est réellement lancé. Ça va être quoi le modèle économique? Comment est-ce que vous allez perdurer? Alors il y en a plusieurs en fait. L'idée c'est de rendre le local le plus polyvalent possible. Donc on va avoir les abonnements, on va avoir les privatisations aussi d'équipes, donc ce qu'on va appeler des bootcamps, des semaines d'entraînement où des équipes vont venir. En fait, j'ai déjà eu des joueurs qui sont venus de Reims, qui sont venus de Toulon, qui sont venus de Montpellier et autres, et qui ont privatisé en fait une autre salle qu'on voit pas ici, mais qui permet de s'entraîner juste avec son équipe. C'est comme si maintenant on allait réserver un terrain de football parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir son propre terrain pour travailler avec ses joueurs, quoi. Il y a des professeurs qui viennent aussi donner quelques cours. Exactement, maintenant j'ai mis en place du coaching, il y a des coachs professionnels qui sont venus, il y a du coaching individuel aussi. Et là, à la Toussaint, on va même lancer un projet qui est assez novateur. C'est de lier l'apprentissage de l'anglais avec la pratique des jeux vidéo. Donc en fait, j'ai déjà trouvé une professeure qui est agréée à Strasbourg et elle va animer avec moi en fait un stage gaming cours d'anglais. Et tout de suite, l'image du jour, signée Oliviane. La vraie rentrée des classes est passée, mais si vous êtes nostalgique des rentrées d'antan, vous pourrez les revivre ces 2 prochains week-ends à l'écomusée d'Alsace. Un jour d'école façon 1930, au cœur d'un somptueux village alsacien. Au programme épreuves arithmétiques, dictée, géographie, tout ça sous l'œil avisé de l'institutrice. Tout est en place pour que vous puissiez redevenir écolier le temps d'une journée, plumes, encriers, bureau d'études et même la fameuse récréation. Vous pourrez même tester vos connaissances avec l'épreuve du certificat d'études comme à l'époque. Rendez-vous à l'école à 11h, 13h30 et 15h30. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à la météo présentée par Célia Mérimèche et à demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Excellente soirée à vous.